On l'a tous constaté, on le vit tous. Notre quotidien, notre vie, nos habitudes, toutes nos approches sont aujourd'hui modifiées, conditionnées, régulées par une chose, par un mot, par un virus qui s'est étendu aux quatre coins de la planète et prend de larges proportions sur notre continent, dans notre Afrique. Bonsoir à tous. Mon nom est Julie Oké et ce soir dans Forum Ado, nous parlerons de la Covid-19. Mais avant, place aux présentations. J'ai à ma gauche mademoiselle Guédé Ndiane. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir madame. Comment vous allez? Très bien. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce soir. Plaisir également partagé. Vous êtes étudiante en marketing, c'est ça? Communication marketing. Comment on allie communication et marketing? Des entreprises ont besoin de communiquer pour vendre des projets, pour se faire connaître au public et pour vendre leurs projets. D'où l'association communication et marketing. Merci mademoiselle. Juste à côté de vous, nous avons Ndiomo Miché. Florent. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Bien et vous? Très bien, merci. Je rappelle que vous êtes étudiant en Master 2 Environnement. Oui, c'est exactement. C'est ça, et que vous nous venez tout droit du Cameroun. Oui, franchement. Et c'est pas la première fois qu'on partage un plateau ensemble? Pas du tout. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Plaisir également partagé. En face de vous, on a aussi un ami. Je vais l'appeler un ami parce que c'est pas la première fois qu'on partage un plateau. Bonsoir, monsieur Aubin. Bonsoir, Julie Oké. Comment vous allez? Bien et vous? Je tiens à rappeler à notre public que vous nous venez tout droit de la capitale camerounaise. Merci. Merci d'avoir effectué le déplacement. Merci aussi. En Chine, le confinement s'est révélé comme le meilleur moyen de venir à bout de cette pandémie. Aujourd'hui, la plupart des États africains captent cette réalité-là. Alors, nous, ici à Libreville, on sort d'un confinement de 2 semaines. Mademoiselle Diane, dites-nous, comment avez-vous vécu le confinement de votre côté? Je ne dirais pas qu'on sort vraiment d'un confinement total. Parce qu'on constate qu'en allant en confinement, le nombre de cas était moins élevé par rapport aux cas qu'on a actuellement après le confinement total. D'où on se pose des questions. Y a-t-il eu réellement de confinement total dans Libreville ou pas? Dites-nous, quelles sont les répercussions directes de ce confinement-là sur les réalités des populations? L'augmentation des cas, comme je disais tout à l'heure d'abord. Le manque de déplacement, puisque l'État avait prévu de partager des kits alimentaires, certaines familles n'ont pas reçu des bons. D'ailleurs, on s'est même demandé pourquoi ça ne s'est pas fait avant le confinement. D'où l'inquiétude de certaines personnes de ne pas mourir du Covid-19, mais de mourir plutôt de faim, quoi. Et on a le ralentissement des activités, la fermeture des bars, des restaurants, beaucoup de pertes dans le domaine économique. Alors Florent, dites-nous, comment vous l'avez vécu, ce confinement? À travers toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement et le chef de l'État. Je vais dire ici, le gouvernement a mis la charrue avant les bœufs parce qu'ils ont pris plusieurs mesures. Et là, vous parlez du gouvernement gabonais? Oui, du gouvernement gabonais. Ils ont pris plusieurs mesures pour le peuple gabonais et même pour les étrangers vivant au Gabon, de mettre sur pied un confinement total que presque certains États d'Afrique ne sont pas encore arrivés à prendre. Bon, on constate qu'après le confinement total, c'est là où ils viennent exiger le port du masque. C'est après le confinement total qu'on commence à partager, certaines familles en détresse commencent à recevoir les bons. Tout le monde ne reçoit même pas les bons alimentaires en fait. Moi, je pense qu'on aurait d'abord dû se rassurer qu'avant d'entrer en confinement total, tout le monde ait au moins un kit de suivi. Bon, c'est pour ça que je parle de charrue avant les bœufs. On a passé pratiquement 2 semaines. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas aller au marché. Tu ne peux pas sortir parce que tu as peur. Bon, soit tu seras arrêté par la police, tu vas payer une amende, soit tu devras t'expliquer ou bien tu devras dormir au commissariat. Tu es à la maison, tu es confiné, tu n'as pas d'internet peut-être, tu n'as pas de moyen d'aller à la boutique. Bon, comment vivre le confinement là? C'était peut-être pire que la prison même. Pour certains, on a un peu essayé de voir la réalité des prisonniers, comment ils vivent. On était confrontés que c'est pas facile. C'était une prison. Tu vis comme ça, tu te lèves le matin, tu n'as pas à boire, tu n'as pas à manger. Par exemple, nous on reste là à l'ENS, moi je reste à l'ENS, on nous donne pratiquement l'eau 2 fois par semaine.
tu te rends compte que l'eau vient à minuit, lundi, mardi, mercredi, tu n'as pas d'eau. Tu restes confiné, tu fais comment? Tu bois quoi? Tu laves les mains. On doit se laver les mains tout le temps. Oui, tu te laves les mains tout le temps, tu te laves avec quoi? Tu fais comment? Donc, le gouvernement aurait dû mettre toutes ces mesures en œuvre d'abord avant de passer un confinement total. Monsieur Aubin, vous diriez qu'il y a une inefficacité dans l'effectivité des mesures d'accompagnement prises par le gouvernement? La Covid-19, comme vous êtes en train de dire, il faut bien que les gens sachent que c'est une pandémie qui a surpris tout le monde. Maintenant, je pense, pas comme les autres, qu'il faut toujours tirer sur le gouvernement parce que l'effet de surprise a fait en sorte que le gouvernement en lui-même n'a pas pu se préparer. Et on voit actuellement aux États-Unis comment le président Donald Trump lui-même il ne sait pas sur quel pied danser parce qu'effectivement, l'effet de surprise a totalement anéanti l'économie. Donc nos gouvernements aussi ont, à leur manière, essayé de lutter contre le Covid-19, mais bien sûr, tout n'a pas été parfait. Mais je pense qu'ils se sont battus. Chacun a fait ce qu'il fallait faire, il fallait trouver des fonds pour pouvoir lutter contre le Covid-19, acheter les kits, il fallait trouver des fonds pour pouvoir nourrir toute la population. Tout n'a pas été parfait justement parce que bon voilà, ça c'est un effet de surprise total. Donc moi je pense plutôt qu'il faudrait peut-être pouvoir apprécier les efforts que le gouvernement a mis sur pied, essayer de les encourager en portant davantage les masques en utilisant toutes les mesures barrières qu'on a eu à énumérer, que l'OMS nous a donné. Bon voilà, après on aura le temps de faire le bilan après et de juger le gouvernement quand la pandémie sera passée. D'accord. Mais un peu partout sur les réseaux sociaux, d'aucuns s'insurgent sur le fait que les États africains fassent du copier-coller et que le confinement ne sied pas aux réalités africaines, surtout quand on sait que la plupart de nos parents sont des marchands, sont des taximans, sont des personnes qui vivent au jour le jour. Est-ce que le confinement est vraiment la solution pour venir, bon peut-être pas pour venir à bout de la pandémie, mais est-ce qu'il y aurait-il pas une autre façon de faire? Du copier-coller, nous ne pouvons pas dire du copier-coller parce que le confinement, c'est une mesure qui a été prise presque dans tout le monde entier. C'est l'une des mesures principales pour essayer de réduire le nombre de cas en fait. Pas d'éradiquer la pandémie ou bien d'éradiquer le nombre de cas, mais pour essayer de réduire au maximum le nombre de cas, la propagation du virus. Donc je pense que qu'importe l'angle d'attaque, on serait toujours passé par le confinement. Mais avant d'arriver peut-être au confinement, on aurait pu dire, par exemple, les masques sont gratuits pour la population, obliger le port des masques. Comme nous sommes actuellement, on oblige le port des masques au Gabon, à tout le monde, sous peine d'une amende, je pense, de 6 000. On aurait dû exiger le port des masques dans le confinement d'une certaine heure, par exemple de 6h à 18h ou 19h, ce qui permet que l'activité informelle, bien le système informel puisse fonctionner et ne puisse pas être totalement paralysé ou endommagé, comme il a été paralysé il y a cela 2 semaines, où il n'y avait vraiment aucune activité. Je pense que c'est ce qui aurait été mieux pour nous. Sur cette question. D'accord. Il y a mademoiselle Diane qui le disait tout à l'heure, certains ont rigolé sur la toile. Nous n'étions pour le cas du Gabon, nous étions à peine à 50 cas que déjà le gouvernement déclarait un confinement total. Mais nous voilà à plus de 200 cas et on repasse au couvre-feu. C'est-à-dire en ce moment dans les villes, enfin dans les rues de la capitale, il y a la libre circulation, toutes les activités, les commerces sont ouverts et tout. Est-ce que ce n'est pas une façon du gouvernement de montrer justement la faille du confinement, le fait que ça ne colle pas du tout aux réalités africaines? Les États africains ne sont pas prêts pour un confinement. Parce que la majorité de nos activités, ou bien des travailleurs sont des petits métiers, des chauffeurs, des taximans, des vendeurs, des commerçants. Mais le confinement est incontournable face à cette pandémie. Donc, comme disait mon frère tout à l'heure, il devait plutôt tenir rigueur dans les mesures barrières face à cette pandémie, exiger le port du masque, des gants, des désinfectants, partager quoi, des désinfectants, partager des portes, partager des masques, partager des gants à la population. Vu que nous ne pouvons pas nous en sortir si on demande un confinement total parce qu'il y a des familles qui vivent au jour le jour, des familles qui ne vivent qu'à bout de ces activités.
étant donné qu'ils ont partagé des kits alimentaires, mais des kits alimentaires et des bons d'achat qui ont été partagés par affinité. Certaines familles n'ont pas reçu. On arrive chez toi, on te dit par exemple, tu n'as plus une maison en planche, on ne peut pas te donner. Alors que dans cette quartier, on frappe à ta barrière, on te donne ton bon d'achat. Le fait de venir partager des bons, bien des kits alimentaires, être en contact avec ses habitants, ça pourrait être aussi une cause une fuite de contamination. Exactement. Ils devaient faire comme on voit par exemple, ils arrivent chez toi, ils cognent, ils déposent au sachet, ils s'en vont. Mais on constate des attroupements dans des mairies, des contacts physiques directs avec des personnes, ce qui n'est pas normal. Une fois de plus, moi je m'insurge souvent aussi un peu, surtout nous les jeunes, quand on met toujours directement la faute sur l'État. Je continue à dire ici que le Covid s'est présenté à nous comme une maladie, une grande pandémie avec un effet de surprise. Et directement, nos États sont retrouvés dans un état de guerre. Maintenant, face à la guerre, il fallait faire un choix, soit confiner les populations, soit les laisser mourir par le Covid-19. Maintenant, l'État a pris ses responsabilités et les États ont suggéré que, bon, voilà, avec le confinement, c'était mieux que certaines familles essaient de supporter peut-être un peu de la famine, peut-être un peu le manque d'eau. Nous tous, nous connaissons tous les maux qu'il y a en Afrique actuellement, quitte à mourir contaminé par le Covid-19. Donc il fallait faire un choix. Et on ne va pas dire ici que tout a été parfait, mais dans la lutte ou bien dans cette guerre, chacun s'est battu avec ses propres armes. Et contrairement à ce que peut-être l'OMS pensait au début, ou bien certaines analystes, que l'Afrique, une fois de plus, allait être le continent le plus exposé ou bien le plus touché. On remarque quand même que les efforts que nos États ont essayé de faire par rapport à cette crise ou bien par rapport à cette guerre portent leurs fruits. Au Gabon, par exemple, on a encore moins de 100 morts. Le Cameroun aussi s'est battu comme il pouvait. Il y a beaucoup de petits pays où on prédisait d'hécatombes et aujourd'hui on se rend compte que bon voilà, chacun se bat de sa petite manière pour pouvoir gérer la pandémie. Les gens ont été confinés, certes ça n'a pas été facile, comme mon camarade l'a relevé, c'était vraiment très dur pour beaucoup, mais il fallait faire un choix, soit mourir du Covid, soit essayer de se battre pour survivre pendant les 2 semaines de confinement. Donc je pense que bon voilà, c'est le Covid, quand on aura survécu, ça nous laissera beaucoup de leçons et on essaiera de bénéficier de ces leçons-là pour pouvoir construire un avenir meilleur. Les gouvernements africains s'y prennent chacun à leur façon pour venir à bout de la pandémie. Et il y a le gouvernement malgache, Madagascar, qui a mis à disposition un produit, le Covid organique. Mais seulement ce produit est contesté, l'utilisation est contestée par l'OMS. L'OMS a vraiment le droit de refuter, sinon de refuser l'utilisation de ce produit, alors qu'il n'y a pas d'autre solution et que le produit en question a quand même montré son efficacité. De façon directe, l'OMS est dans son rôle de pouvoir dire que bon voilà, tel ou tel produit ne scie pas parce que n'a pas franchi toutes les barrières possibles et n'est pas normalisé. L'OMS là en ce moment est dans son rôle. Maintenant la question peut-être qu'il faut se poser ici, c'est est-ce que l'OMS à un moment donné elle-même n'a pas failli? Et comme j'ai dit, je continue à dire, nous sommes en temps de guerre, on fait comment? Est-ce qu'on continue à suivre l'OMS et en mourant, quitte à ce que chacun essaye de développer ses propres moyens de survie? Bon voilà, je pense que l'exemple malgache ici vient une fois de plus nous démontrer que bon voilà, on peut essayer de plus injecter de l'argent sur cette médecine là et davantage la faire confiance. Bon maintenant, parce que bien sûr c'est pas certifié, mais l'OMS elle aussi
depuis que le Covid est arrivé en novembre dernier depuis la Chine, ils n'ont vraiment pas pris la mesure de la situation pour essayer de bloquer cette pandémie-là du côté de la Chine. Bon, maintenant, on essaye, chacun, tant bien que mal, de pouvoir lutter contre cette pandémie. Et je pense que au-delà du fait que l'OMS est dans son rôle, je pense que le fait que l'État malgache décide de prendre le taureau par les cornes et être courageux pour pouvoir se remettre à la disposition de sa population est un grand pas, je crois, pour l'Afrique. Et maintenant, on va voir ce que ça aura comme impact, et si le remède s'avère vraiment efficace, on va voir comment faire pour que l'OMS puisse valider le remède, en fait. Florent, votre sentiment? Je vais aller dans le même sens que lui, mais je vais ajouter certains éléments. Je dirais que, premièrement, depuis le début de la crise, de la pandémie, l'OMS n'a pas vraiment ressenti la main de l'OMS auprès des États, ou bien leurs fonctions qu'ils appliquent. On n'a pas vraiment senti l'OMS dedans. Personnellement, l'OMS avait décidé de suspendre le remède à la chloroquine qui avait été validé plus tard, il y a cela peut-être 1 ou 2 mois, que bon, c'est le remède à guérir pour essayer pour guérir le Covid, quoi. Ce remède a été revalidé par l'OMS. Or, auparavant, il avait d'abord été suspendu sur le marché. Bon, maintenant, le remède malgache a été mis sur pied, un très bon exemple à suivre, comme le disait mon camarade. Nous, depuis, nous avons guéri de nos maladies en Afrique à travers la médecine traditionnelle. Mais l'OMS n'arrive pas à reconnaître ça, en fait. Plusieurs remèdes, nos médecines traditionnelles interviennent dans la composition de certains médicaments. Mais on arrive à un niveau où les malgaches ont sorti un remède où l'OMS n'arrive pas à valider. Pourquoi? On doit se poser cette question, pourquoi l'OMS ne valide pas un tel remède? Est-ce qu'ils ont vraiment suivi la procédure? Est-ce que ce remède a été vraiment testé par l'OMS pour qu'ils disent non, ce remède n'est pas validable, ce remède est validable? Est-ce que c'est une question politique ou c'est une question que bon, le remède ne doit pas sortir peut-être de tel continent, ou bien est-ce que ce remède a effectivement été testé pour dire non, il n'est pas bon, il n'est pas utilisable, il n'est pas utilisable? Moi, je pense que le remède malgache est une bonne initiative, que nous, États africains, nous devons avoir essayé même de mettre ça sur pied, essayer de tester ça, essayer de prendre ça pour nous. Ils ont proposé de venir tester plusieurs trucs, plusieurs vaccins, plusieurs remèdes. Nous sommes sur le point de refuser ça. Mais l'OMS, quand les malgaches mettent un remède sur pied, c'est là où on voit la main de l'OMS. Ils viennent en Afrique dire non, ce remède n'est pas bon, il ne faut pas valider. Mais quand on propose de venir tester les vaccins, l'OMS n'intervient pas. Est-ce que l'OMS doit seulement intervenir quand les vaccins viennent de l'Europe? Dit oui, prenez les vaccins, dit prenez les remèdes. Quand ça vient de l'Afrique, on dit non, ne prenez pas, c'est pas bon, c'est pas bon. Moi, je pense que l'OMS ne joue pas réellement son rôle depuis cette pandémie, en fait. C'est mon avis. On se pose des questions. Alors, Diane, vous êtes du même avis? Ouais, je suis du même avis. Parce que certes, l'OMS a tous ses droits, tout son rôle de défendre ce médicament parce qu'il n'a pas encore été testé médicalement. On ne connaît pas encore des effets secondaires à long terme. Mais nous sommes africains, je pense qu'il est temps pour nous de prendre des choses en marche. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'une maladie raciale. On a vu, cette maladie a touché toute la planète. Et en ce moment, il ne s'agit pas de qui va trouver le médicament pour soigner le continent. Il ne s'agit pas de savoir si ce sont les Blancs seulement qui doivent trouver le médicament. Tout le monde est plongé dans le bain. Donc, l'OMS devait juste accorder une chance au Covid organique de tester vraiment ces médicaments
ce médicament et voir est-ce qu'il peut être utile ou pas, au lieu de juste critiquer ce médicament sans vraiment faire des tests qui approuvent avoir des conséquences sur le long terme. Peut-être pour enchérir, je pense que le Covid-19 est une chance peut-être un peu pour les Africains de se remettre un peu en question sur notre façon de nous soigner. Parce que le Covid-19 ici vient remettre les pendules un peu à l'heure pour montrer que bon voilà, le système européen ou bien le système américain peut aussi avoir ses failles. Il y a un débat qui circule actuellement dans les réseaux sociaux, ça fait beaucoup de buzz, ça fait beaucoup parler. Les gens essayent de faire des coctions pour essayer de boire et enfin, d'autres pensent que ça aide et que ça soigne contre le Covid-19. Bon, nous ne sommes pas encore, rien n'est certifié pour le moment, mais je pense que c'est un appel à nos pays, à nos jeunes États africains pour qu'ils valorisent davantage nos recherches, nos propres recherches africaines et qu'on arrive à un niveau où nos recherches sont valorisées au point où on puisse aussi avoir notre propre médecine en nous, qu'on n'attend pas toujours que bon voilà, tel remède doit être certifié par tel organisme ou bien que l'OMS vienne toujours certifier un remède. On peut déjà développer la recherche chez nous pour pouvoir fabriquer nous-mêmes nos propres médicaments. Mon camarade l'a dit tout à l'heure, par exemple la quinine, on sait à base de les plantes naturelles, à base de quoi la quinine est réellement fabriquée. Pourquoi ne pas développer des grands laboratoires de fabrication de quinine? Madagascar vient nous montrer l'exemple encore une fois de plus avec le remède sur le Covid-19. On a beaucoup de plantes qui peuvent nous aider à nous faire soigner. Et d'ailleurs, nos parents avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Je pense pas qu'ils allaient se faire soigner dans les hôpitaux, alors encore qu'il n'y en avait même pas. Et qu'aujourd'hui même encore, ce qu'on a, c'est pas vraiment aussi développé que ça. Je pense que le Covid-19, nous les Africains, on doit plutôt regarder cette maladie comme un avantage pour nous, comme une maladie qui permet à tout le monde entier de se poser des questions et que nous, on devrait plutôt bénéficier de ça pour pouvoir ranger les choses et faire les choses dans le bon ordre. Je pense que ce serait mieux pour nous parce qu'on ne souhaite pas les pandémies, hein, mais après le Covid-19, on ne sait pas ce qui arrivera demain. Donc la Covid-19 doit venir un peu comme insuffler un vent de renouveau sur notre continent. Et parlons de ça, il y a l'unité africaine qui a largement été critiquée, qui est souvent critiquée. Je me demande si derrière, on va pas dire derrière, si on ne peut pas se réunir autour de Madagascar, se réunir derrière le Covid organique autour de Madagascar, c'est-à-dire tous les États africains, et aussi prôner, comme tu le disais tout à l'heure, la recherche en Afrique. Oui, bref, je pense que c'est comme nous sommes en train de le faire ici, je pense que c'est une aubaine. C'est une aubaine forcément qu'on doit saisir. Et une fois de plus, je pense que l'Afrique sera jugée là-dessus. Je pense que le Sénégal, si mes informations sont bonnes, a essayé de passer une commande. Le Congo, la RDC aussi. Oui, le Congo et la RDC aussi. Je pense que les autres pays doivent essayer de suivre l'exemple et qu'on soit un peu plus unis face à cette pandémie. Ce n'est que comme ça qu'on arrivera à bout et qu'on mette un peu de côté le modèle européen qui, je veux dire, depuis les indépendances, ici, ne nous cite pas exactement. Je pense que ce serait l'idéal et qu'on essaie de voir avec ce remède vraiment les échantillons qui sont déjà testés sur les patients, ce que ça donne et pourquoi pas essayer de l'adopter comme remède définitif pour, au moins pour nous ici en Afrique, si l'OMS n'arrive pas à le certifier pour le monde entier. En attendant bien sûr que le fameux vaccin de l'OMS arrive. On l'attend. Alors, Florent, dites-nous, qu'est-ce que les États africains pourraient faire pour justement favoriser cette unité-là et ce développement de la recherche en Afrique? Si là, l'occasion vous est donnée, que diriez-vous à nos gouvernements? Bon, merci pour cette question.
Je pense premièrement que nous devons travailler en Afrique d'un commun accord. Nous ne devons plus penser que c'est l'affaire d'un seul pays, que c'est un seul pays qui sera vu ou pas, bien c'est un seul pays qui est le plus touché ou pas. Je pense que ici, la pandémie, surtout en Afrique, nous concerne tous. Donc, si les Malgaches ont pu découvrir le remède du Covid, nous devons les accompagner. Nous devons les accompagner financièrement, nous devons les accompagner matériellement. Si on a par exemple, on a certains pays en Afrique qui ont beaucoup de matériaux. On a beaucoup de pays en Afrique qui ont beaucoup de main-d'œuvre. On pourra envoyer nos chercheurs participer financièrement. Beaucoup d'États sont en train de commander plusieurs remèdes venant de l'Europe, venant d'ailleurs, que de prendre de l'argent et envoyer en Europe pour commander ces remèdes-là. Il serait plus facile ou bien souhaitable d'appuyer les Malgaches à travers les fonds. Donc moi je pense que c'est là que nous pouvons plus aider les Malgaches et pouvoir répandre ce remède en Afrique. Au vu de cette pandémie, dites-nous quelles sont les solutions qu'on pourrait à notre niveau aussi, parce qu'on est jeune, mais notre avis compte, quelles sont les solutions qu'on pourrait proposer au gouvernement pour que, à l'avenir, on soit mieux aguerri, mieux apprêté pour dépasser, sinon pour vivre au mieux ce genre de situation. Parce que là, on a vraiment été surpris. Je vois qu'ailleurs, en Europe par exemple, malgré le confinement, ils arrivent à faire cours à distance, ce qui n'est pas une réalité vraiment effective dans notre quotidien, nous. Entre nous, jeunes Africains, on devrait essayer de plus travailler ensemble, essayer d'être un peu, nous-mêmes un peu plus sérieux dans nos études. Ce n'est qu'à travers ça qu'on pourra développer le volet de la recherche pour pouvoir, une fois de plus, avoir un pas sur certaines pandémies comme celle que nous venons de vivre là actuellement. Vous venez de parler une fois de plus du volet éducation où, qui est gravement touché. Qui est gravement touché, comme plusieurs autres secteurs d'ailleurs. Je pense que là aussi, une fois de plus, ça montre le gap qu'il y a à combler au niveau de notre système de communication, au niveau de notre système internet qui va falloir encore un peu plus améliorer. Mais je vais plus loin en disant que même en Europe aussi beaucoup d'autres établissements ont fermé. Le Covid-19, c'est ce qu'on fait, nous les États africains, ce qu'on fait bien après ça. Mon camarade a parlé de l'exemple malgache qu'il faut soutenir. Si le remède qui vient d'être découvert à Madagascar était par exemple découvert en France ou en Belgique, je ne suis pas sûr qu'il allait causer autant de contestations et l'OMS allait plus regarder la chose en fait. Je pense que nous, l'État, l'Afrique, c'est un grand continent et qu'on doit essayer de s'unir davantage pour être un et faire face généralement à ce genre de problème. On a fait une émission la dernière fois où vous me posez la question, vous, président de l'Union africaine, que feriez-vous? Je pense que c'est un appel lancé au président de l'Union africaine pour qu'ils prennent encore un peu plus leurs responsabilités en main. Donc on veut une effectivité de l'Union des États membres de l'Union africaine. Un avis? Je dirais pour nos États qu'au sorti de cette pandémie, c'est une manière pour nous de prendre des choses en main, de ne plus compter sur les Occidentaux, d'avoir plus de responsabilités, d'encourager par exemple la jeunesse, parce que parfois les jeunes veulent faire, les jeunes veulent travailler, les jeunes veulent, parce que nos pays sont remplis de corruption, de détournement, et avec toutes ces choses on peut pas évoluer. Je prends le cas du Gabon par exemple, imaginons que cette pandémie durait pendant près de 6 mois, tu vois. Les frontières sont fermées, il n'y a plus de circulation. On devait faire comment pour vivre? Parce que pratiquement ici, tout vient de l'extérieur, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on consomme. La plupart. Je pense que c'est un moyen pour l'État de prendre conscience sur ça, d'encourager sa jeunesse, par exemple, à l'agriculture, à l'élevage, à
à fabriquer des produits, tu vois, typiquement gabonais, de tout compter sur l'extérieur. Parce que cette maladie, vraiment, ça c'est venu nous déstabiliser, c'est venu troubler le pays, quoi. Des gens qui n'arrivent plus à manger, parce que tu vas aller au marché, on va te dire le tas de tomates qui coûtait 200 avant la pandémie, actuellement c'est à 700 bien 1000 francs. Donc c'est un moyen, une méthode, après, au sortir de cette pandémie, pour nos chefs d'État, de penser à l'avenir, quoi. Donc nos États devraient un peu plus investir sur la jeunesse. Et déjà, j'aimerais rappeler que la jeunesse représente 60% du continent africain et que l'avenir, c'est nous. Si je vais ajouter un truc sur ce que mes deux co-disciples ont dit, quand la pandémie a commencé à chauffer beaucoup en Europe, tous les Africains qui étaient dans les pays européens, ils prenaient les avions pour rentrer dans les pays africains. Non, constaté maintenant, on nous a plus vendu le rêve, non, il y a ceci en Europe, il y a ceci, tout le monde fuyait les pays africains, les pays d'origine pour aller en Europe. Tout le monde avait des rêves là, tout le monde passait même par des couloirs, les clandestins, à qui de mourir même en chemin. Ils s'en allaient. Mais quand la pandémie a commencé à chauffer là-bas, ils rentraient tous dans le pays. Ils disaient, mieux on pas souffrir chez nous, mieux on pas rester chez nous, on reste chez nous. Ce qui fait en sorte que, au sortir de cette pandémie, les Africains devront constater que le blanc ne va jamais nous aimer plus que nous-mêmes. Exactement. Le blanc ne va jamais nous aimer plus que nous-mêmes. Nous devons être un indivisible. Nous devons commencer à créer un marché local en Afrique. Nous devons commencer à être d'un commun accord, commencer à créer des industries, commencer à créer au niveau des écoles, créer nous-mêmes des grandes écoles, des recherches. Nous-mêmes devons commencer à produire. Elle a pris l'exemple de l'agriculture. Nous devons nous-mêmes commencer à avoir ce genre d'entreprise, l'auto-emploi, encourager la jeunesse à l'auto-emploi. Nous ne devons pas dépendre, nous devons arrêter de dépendre de l'extérieur de l'euro. Moi, je pense qu'au sortir de cette pandémie, l'Afrique, bien l'Union africaine devrait plus réfléchir dans ce sens-là. C'est aussi une opportunité pour l'Union africaine, par exemple, de mettre sur pied un laboratoire africain, pourquoi pas. Exactement. Avec tout, et mettre nos chercheurs africains. Parce qu'on constate qu'il y a tellement de grosses têtes en Afrique, mais l'Afrique n'encourage pas. Ils sont obligés de sortir. Je prends l'exemple du docteur Donatien Mavougou, qui a découvert le médicament sur le sida. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a étouffé. Alors que c'est une opportunité pour nous, les Africains, de l'encourager. L'encourager dans cette lancée-là. Et on devait plus trouver de nombreuses personnes qui souffrent de cette maladie en Afrique et même dans tout le continent. Mais on est étouffé. C'est ça notre défaut, il n'a pas été soutenu. Et de nombreuses têtes africaines préfèrent sortir pour aller en Europe, développer leurs compétences là-bas parce qu'ils sont reconnus là-bas, ils sont encouragés. Pourquoi Africains ne peut pas créer un laboratoire pour prévenir quoi? Au cas où demain on a encore des choses, des maladies, une maladie pareille ou bien plus pire que la COVID-19 qui frappera, on fera comment? Je pense que c'est une opportunité pour nous de penser à ça actuellement. Moi, je ne cesserai de le dire dans cette émission. Il faudrait qu'après le coronavirus, qu'on ait une autre manière de penser, surtout en Afrique. Vous voyez, il y a un phénomène d'immigration clandestine qui a beaucoup fait parler dans les médias. Les jeunes veulent toujours, surtout africains, tout le monde veut s'exiler, tout le monde veut s'exiler. Mais comme mon camarade l'a dit, on était très très surpris du fait que, bon voilà, les pays où on est censé avoir les meilleurs hôpitaux, les pays où on est censé avoir la meilleure technologie du monde, chacun voulait plutôt rentrer chez soi. L'État gabonais a été à un moment donné obligé, par exemple, de débloquer des vols spéciaux pour faire rapatrier leurs étudiants, leurs citoyens à l'extérieur. Même chose, par exemple, pour l'État du Cameroun, qui ne cesse de faire envoyer des vols spéciaux pour que les étrangers, nos frères qui sont à l'étranger puissent arriver chez eux. Et à un moment donné, il y a eu comme soi-disant une petite guerre, comme quoi vous êtes partis et c'est vous qui revenez si vous contaminez. Je pense qu'une fois de plus, nous aussi les jeunes, on doit pouvoir prendre conscience du fait que bon voilà, c'est pas que le paradis là-bas et ici c'est vraiment chez nous, c'est ici qu'il y a tout à faire, c'est ici qu'il y a, je ne vais pas dire tout à reconstruire, mais c'est ici qu'il y a plus de choses à penser et que pourquoi pas que l'immigration clandestine, qu'on la voit un peu plus diminuer dans les prochains jours ou bien dans les prochaines années et que bon voilà,
l'Afrique essaye de se battre pour essayer d'avoir quelques lettres de noblesse. Mais en attendant, avant de sortir du coronavirus, je crois qu'on doit tous apprendre à vivre sous l'ère Covid-19. Et pour vivre sous l'ère Covid-19, donc je vous renvoie à mon interrogation, qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on est très touché, surtout sur le plan économique et sur le plan éducatif. Que peut-on faire pour rentabiliser? C'est une bonne chose d'être revenu, que le Gabon soit revenu au couvre-feu, premièrement. Parce que, comme j'ai dit précédemment, le secteur informel était vraiment touché. Personnellement, pour se relever de l'économie après le corona, serait une affaire très difficile. Parce que économiquement, ce que nous avons perdu n'est même pas encore chiffré. On ne pourra même pas encore chiffrer. C'est après l'ère coronavirus qu'on pourra chiffrer les pertes que nous avons eues. L'impact économique est sans doute grandissime, mais chacun à son niveau. Que peut-il faire pour réduire à son taux le plus bas le mal? J'ai une amie, par exemple, je vais donner un exemple, au quartier, elle s'est mise à faire du lait, puisqu'elle ne peut plus aller faire ses activités. Donc, chez elle, elle a commencé à commercialiser du lait, et là, ça n'embête personne. Elle ne sort pas, elle est confinée, et chacun vient prendre du lait. Au moins, ça fait rentrer quelque chose, elle arrive à subvenir, ne serait-ce qu'à ses petits besoins. Donc, c'est peut-être aussi un moment d'encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Oui, je dirais, par exemple, pendant cette période de Covid-19, on doit s'accentuer peut-être sur le e-commerce, genre des ventes en ligne. Pour les commerçants qui ont des boutiques ou bien des bars ou bien des restaurants fermés, ils font des ventes en ligne de leurs produits, ils font des livraisons à domicile. Cela permettra à la population de moins se déplacer et d'être vulnérable face à cette pandémie. Ils font des livraisons à domicile qui iront eux-mêmes livrer chez les... C'est le moment de promouvoir le digital. Oui, vraiment, il faut s'accentuer sur l'e-commerce. Parce qu'en Afrique, on a tendance à négliger, on aime trop ce qui est formel, rapide, mais on oublie. Alors que si, en faisant du e-commerce, ça te permet de fidéliser, par exemple, ta clientèle. Ça te permet de plus être même connu, parce que tu es sur les réseaux sociaux. Le nombre de clients qu'on montre dans ton activité, oui, ça permet aussi de réduire les déplacements, comme je disais tout à l'heure, des clients et de leur garantir leur sécurité sanitaire. Donc vraiment, on doit se baser, on doit beaucoup s'accentuer sur l'e-commerce. Aubin, un avis sur la question? Je pense que la dame elle a mis le doigt sur l'abcès. Et en parlant du e-commerce, je pense que c'est la solution pour essayer de limiter les dégâts que le coronavirus est en train de causer actuellement. Mais je pense aussi que, comme mon frère Florent l'a dit, il faudra à un moment donné aussi pouvoir faire le bilan des pertes. Et en plus, l'État devrait à un moment donné recenser les différents secteurs porteurs d'activités informelles et encore plus valoriser ça et encore plus aider les jeunes là-dessus pour que ensemble on puisse relever tout doucement la pente. Florent, je vous donne la parole. Nos jeunes frères, pas seulement nos jeunes frères, nos amis, les étudiants, les élèves, les collégiens, les lycéens, ils sont à la maison en ce moment et ils se disent qu'ils sont en vacances. Que leur diriez-vous? Bon, à mes jeunes frères, mes petits frères et même à nos parents, je dirais que nous ne sommes pas en vacances. Je dirais que nous sommes même en état d'alerte. Surtout avec nous qui reçoivent les plus petits à la maison, nous devons constamment essayer de les mettre dans un état éducatif. Je m'explique. Ne mettons pas seulement les tintins aux enfants, continuons à donner des leçons aux enfants. Nous avons des livres, donner des livres aux enfants, des livres, des leçons en fait. Nous avons de nos jours, nous avons par exemple
le système éducatif en ligne qui a été mis. Nous avons le système éducatif télévisuel qui a été mis en place. Nous pouvons encourager et mettre ces chaînes-là devant les tout petits pour qu'ils puissent toujours être en contact avec l'éducation. Et aux plus grands, ceux qui sont en classe examen, de continuer. Nous avons là des cours en ligne, nous avons des épreuves en ligne, de partir là-bas et de continuer à traiter en attendant que la pandémie soit éradiquée. Eh bien, nous nous retrouvons presque à la fin de cette émission. Diana, un mot de fin? Tout ce que je pourrais dire, c'est demander à toute l'Afrique, aux Africains, aux chefs d'État, puisqu'on ne peut pas remettre tout seulement au gouvernement, nous-mêmes aussi, la population, nous devons s'unir, parce qu'une seule main ne peut rien faire, pour prendre conscience des réalités de notre continent, de se mettre vraiment au travail, de réfléchir sur notre avenir, l'avenir du continent, de ne pas toujours compter sur l'Occident, de compter maintenant sur ses propres forces, afin de trouver des solutions dans des jours à venir face à certaines situations. Pour vous, on retient? Je pense que, je ne cesse pas de le dire une fois de plus, je pense que le coronavirus doit être considéré pour nous plus comme un moyen pour nous de nous remettre un peu plus en question, nous les Africains, un moyen pour nous de pouvoir mettre sur pied une politique plutôt d'anticipation, une politique d'anticipation qui nous permettra de faire face demain ou après-demain à une autre éventuelle pandémie ou à d'autres guerres qui pourraient surgir. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer tous les étudiants du master JLM de Douala et de Yaoundé et saluer nos parents au Cameroun qui sont bien sûr confinés. Florent, on retient quoi chez vous? La pandémie coronavirus à l'heure actuelle nous menace tous, nous menace tout le monde entier. Nous devons juste suivre les mesures barrières prescrites par nos gouvernements respectifs, que ce soit au Gabon, au Cameroun. Nous devons rester confinés. À l'heure du couvre-feu, nous devons être chez nous, nous devons porter un masque obligatoirement. Nous devons avoir les mesures de distanciation prises par l'État, de respecter ça. Et je dirais à tout le monde que Dieu nous protège. L'entrepreneuriat, la recherche, l'unité africaine, voilà les mots qu'on retient tout au long de cette émission. Mais avant de conclure, nous allons retrouver Marvin Howard dans notre rubrique Entre nous. À tous et à toutes, bonjour chez vous. Alors Marvin Howard depuis son lieu de confinement et aujourd'hui nous faisons cette vidéo afin de passer en revue les différents gestes barrières édictés par l'Organisation mondiale de la santé en vue d'endiguer ce nouveau phénomène mondial qu'est le coronavirus. Alors qu'est-ce que j'ai avec moi ici? Un carton de masques chirurgicaux qui nous reviennent tout droit de Wuhan, de la République populaire de Chine. Voyons ensemble comment il se présente. Voici, il s'agit ici d'un masque chirurgical, comme je le disais tantôt, et voyons comment il se porte. Voilà, et voilà qui est fait. Bon, maintenant, je dois avouer que ce n'est pas très plaisant de parler avec un masque qui recouvre la bouche et les fosses nasales, mais disons que nous devons nous acclimater à cette situation le temps que le coronavirus soit totalement endigué. Pour les personnes qui ne sont pas atteintes, afin de se protéger, car le coronavirus circule dans l'air, et pour les personnes qui sont atteintes déjà du virus, afin d'éviter que des postillonnements, que des gouttelettes sortent de la bouche, afin de toucher les personnes qui ne sont pas atteintes. Voilà qui est dit. Voyons ensemble les différents gestes barrières. Ça va et toi? Je vais serrer la paume, mon seul instant. Ah ça, je suis... Ok, ça va. Respectez la distanciation qui est de 1 mètre. Nettoyez surtout les espaces et les objets souillés. Et quand on parle d'objets, je pense surtout à nos téléphones portables. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit au revoir pour une prochaine vidéo. Eh bien, vous avez vu Marvin le faire. N'oubliez pas de respecter toutes les mesures barrières chez vous. Et on se retrouve très prochainement dans un prochain numéro de Forum à 2.